Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau entretien en partenariat, cette fois-ci avec la Cinémathèque française. Un entretien qui va durer une heure et demie environ. Il faut savoir qu'en ce moment, à la Cinémathèque française, il y a une exposition qui est à découvrir qui s'appelle Top Secret Cinéma et Espionnage, qui va explorer les relations entre ces deux domaines, à travers l'histoire du cinéma d'espionnage et de différents thèmes. Et donc, quoi de mieux que profiter de cette exposition pour parler aujourd'hui des différentes manières dont le cinéma et l'espionnage ont pu mutuellement s'influencer. En tout cas, pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Orléans, réalisateur, collaborateur artistique à la Cinémathèque française. Il est en charge des expositions temporaires. Il a notamment été avec sa collègue Alexandra Midal, commissaire de l'exposition dont je vous parlais juste avant. Et donc, on le reçoit aujourd'hui pour parler de cette thématique espionnage et cinéma. Bonjour à toi, Mathieu, comment ça va ? Bonjour, très bien, très heureux de venir parler ici de cette exposition qui est en cours à la Cinémathèque française. Alors, pour commencer, peut-être avant d'en arriver à ton parcours, donc cette émission qu'on fait ensemble, elle est en partenariat avec la Cinémathèque. C'est quoi la Cinémathèque pour ceux qui ne savent pas ? La Cinémathèque française, c'est vraiment le grand lieu du cinéma, je dirais, en France. C'est un des lieux les plus importants dans le monde aussi, sans se vanter. C'est un lieu qui collectionne les films, c'est-à-dire que des bobines de films, ça a été le cas pendant longtemps. Aujourd'hui, on sait que tout est très dématérialisé et qu'on a simplement des fichiers, mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Et donc, la Cinémathèque, c'est le lieu qui regroupe comme ça des collections de films, mais aussi, c'est assez attendu, vous vous en doutez, des affiches, des photos, des scénarios, des documents qui ont à voir avec le cinéma et la fabrication du cinéma. On a aussi beaucoup de caméras, on parlait tout à l'heure de technique, et donc c'est vrai que la Cinémathèque, c'est aussi un lieu où on conserve des objets, parfois et souvent obsolètes. On a des caméras des années 1910, 1930, 1950, mais on a aussi des objets super contemporains parce qu'on est en partenariat et en lien avec beaucoup de gens du monde du cinéma, des artisans, des techniciens, des cinéastes, qui nous font des dons, qui nous font des legs. Et donc, c'est comme ça que la Cinémathèque vit. Pour le grand public, c'est surtout souvent un lieu où on peut avoir des films. Il y a plusieurs salles de cinéma, il y a des très grands écrans. C'est un lieu où on va aussi apprendre le cinéma avec ses enfants. Il y a des activités pédagogiques. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un lieu d'exposition, donc musée, expo temporaire. C'est un lieu où on va voir et on apprend des choses sur le cinéma. C'est un lieu incontournable qui se trouve rue de Bercy, dans le 12e arrondissement à Paris. Et j'ai fait un rapide survol d'une histoire qui est longue. La Cinémathèque, elle a beaucoup déménagé dans sa vie puisqu'elle a été créée en 1936 et elle est installée à Bercy dans ce bâtiment de Franck Gehry, donc qui est un architecte très connu. C'est lui qui a fait le Guggenheim à Bilbao, qui fait ces formes très spectaculaires. Et on est installé ici depuis 2005, donc dans cette nouvelle nouvelle configuration plus contemporaine, plus moderne. En tout cas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu... Alors, c'est une question que moi j'aime bien poser aux gens qui viennent dans cette émission pour savoir un peu d'où ils parlent, quel est leur parcours et comment ils en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui. Ça a été quoi ton parcours personnel pour en arriver à devenir commissaire d'exposition à la Cinémathèque de Paris ? Alors déjà, commissaire d'expo, c'est pas commissaire de police, même si le sujet d'espionnage peut prêter à confusion. Alors ensuite, disons que j'ai une sorte de double parcours pour le faire vite, c'est-à-dire que un parcours plutôt de cinéphilie, histoire du cinéma, université, écriture, journalisme, participer à des scénarios, donc plutôt la voix du monde du cinéma. Mais à côté de ça, j'avais un certain goût pour la question des expos, et c'est vrai que c'est arrivé un petit peu par hasard dans ma vie, mais je me suis retrouvé à travailler sur un projet au Centre Pompidou il y a déjà bien longtemps, il y a 20 ans, autour d'un artiste du nouveau réalisme qui s'appelle Raymond Ins, mais bref, c'est une autre histoire. Mais du coup, j'ai travaillé à Pompidou, j'ai travaillé ensuite dans plusieurs musées ou dans plusieurs délégations qui s'occupent d'expositions régionales à Paris et autres. Et donc, c'est vrai que j'ai cultivé un petit peu ce goût pour les expositions, et c'était le moment, je crois, où les premières expositions sur le cinéma se sont mis un peu à apparaître. Un des précurseurs dans ce genre, ça a été l'ancien directeur de la Cinémathèque qui s'appelle Dominique Paini. Aujourd'hui, c'est assez courant, les expos de cinéma, mais à l'époque, c'était assez marginal et ça m'a beaucoup intéressé. Donc, riche de ce double parcours, disons, cinéma-expo, quand il y a eu le projet que la Cinémathèque s'installe à Bercy, dans le bâtiment de Franck Gehry, et où il y ait vraiment un programme d'expo, de musée, je me suis un peu montré, je suis venu rencontrer les gens qui s'occupaient du projet, et c'est là que j'ai été engagé, donc il y a une vingtaine d'années déjà, presque, parce c'était en 2004 tout ça.
Mais c'est vrai que c'est la réunion de deux passions, un petit peu, l'expo, art contemporain, et le cinéma, qui se rejoignent dans ce médium exposition. Voilà. Et depuis, on a fait beaucoup d'expositions. Celle-là, elle est thématique, on y reviendra, elle est un peu à part. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'expos monographiques consacrées à un cinéaste. Donc Tim Burton, Martin Scorsese, Pedro Almodovar, Jacques Demy, Denis Hopper. Donc plutôt un travail autour d'une œuvre d'un réalisateur, de ses films. C'est souvent ça à la Cinémathèque, mais Top Secret est un contre-exemple dans ce sens-là. L'exposition Top Secret Cinéma Espionnage, donc, qui est visitable à la Cinémathèque, en fait, elle est visitable depuis le 21 octobre 2022. Donc, ça fait déjà quelques mois qu'elle est sur les rails. Ça se passe bien ? Plutôt bon retour. Je ne sais pas si encore on a, pour être sincère, avoir une expertise, parce qu'on est encore en plein dedans. Il y a encore un peu le côté à chaud. Donc, mais les gens, la presse, il y a eu des très bons papiers, un peu tout terrain, quoi. On sent que c'est un sujet qui intéresse pas que les cinéphiles, mais aussi des gens qui sont plus grand public. Il y a une sorte de mystère autour de l'espionnage. C'est aussi des questions géopolitiques. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, on sait bien à quel point l'espionnage est un outil dans la négociation entre États. Donc tout ça, c'est revenu un peu sur le tapis. C'est plutôt un timing intéressant pour nous. Et l'exposition va durer jusqu'au 21 mai, donc elle dure encore un peu. Et ensuite, elle va tourner pendant 3-4 ans en Espagne. C'est intéressant de le dire. Les expos, elles n'ont pas une vie simplement dans une ville, dans un lieu. La Cinémathèque a des partenaires dans le monde entier qui sont des lieux de cinéma, des lieux de culture. Et donc là, en l'occurrence, l'expo, elle ouvre fin juin à Madrid, à la Caixa Forum. Et ensuite, elle va se déployer en Espagne, Barcelone, Saragosse, Palma, Séville et peut-être ailleurs. Après, on n'en sait rien. L'expo, elle est un peu statique, et c'est bien que les expos, c'est comme les pièces de théâtre, ça tourne, et c'est montré ailleurs dans le monde, quoi. Et alors, par curiosité, ça fait depuis combien de temps que tu bosses sur cette expo, en fait ? Ça prend combien de temps à monter une expo comme ça ? Alors, déjà, on est 2 commissaires sur le projet. Il y a une femme qui travaille avec moi, qui ne travaille pas à la Cinémathèque, qui s'appelle Alexandra Midal, qui est historienne du design plutôt, qui était sur le pont, et avec qui on a vraiment pensé l'expo. Je dirais qu'une expo, c'est toujours 2 ans, 2 ans et demi de travail, parce qu'il faut concevoir le projet, écrire une sorte de scénario, hein, c'est comme un scénario de film. Ça raconte quoi l'expo, comment on rentre, comment on sort, c'est quoi les moments forts. Ensuite, il faut localiser et trouver les œuvres qu'on veut montrer. Il faut faire les montages des films, il faut écrire les textes, il faut trouver un scénographe, il faut construire la scénographie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. C'est un peu la cuisine interne, mais on se doute bien que c'est pas quelque chose qui se fait si simplement que ça. C'est assez lourd, hein. Le plus lourd étant quand même le choix des œuvres et le transport des œuvres. C'est-à-dire qu'il faut aller demander à des musées s'ils sont OK pour être partenaires et nous prêter par exemple, une machine Enigma ou un costume de James Bond. Donc, ça demande beaucoup de temps de négociation. Il faut ensuite les faire venir, parfois savoir les mettre en scène. Donc, c'est du temps de travail. Ouais, c'est 2 ans, 2 ans et demi. C'est quasi impossible en dessous, surtout pour un projet thématique. Donc, avec un spectre super large. Encore si on travaille sur un cinéaste qui a fait 10 films, bon, c'est un peu plus circonscrit. Là, cinéma espionnage, c'est des milliers de films. Donc, c'était pas facile. Oui, mais après, c'est bien de le dire aussi, comme tu dis, on s'en doute, mais tu vois, grosso modo, sur YouTube, moi, les gens me disent souvent ah, mais au moins, on pensait que t'étais tout seul. Bon, alors qu'il y a une douzaine de salariés, tous les auteurs qu'il y a derrière, etc. Et c'est vrai que quand on va visiter une exposition, la personne qui ne connaît pas les coulisses, spontanément, peut-être, ne va pas se dire ah oui, ça prend 2 ans quand même. Peut-être que dans l'esprit du public, une expo, ça se monte plus vite que ça, et c'est bien de pouvoir dire que non, c'est complexe. Très complexe, ouais. Et après, des questions de sécurité, voilà, parce que les œuvres, il ne faut pas qu'elles soient endommagées pendant le transport, volées par le public, qui sait. Donc, il faut vraiment que tout soit au cordeau. Puis, il y a des aspects encore plus de cuisine interne, genre juridique. Parce qu'effectivement, on monte des extraits de films, donc on doit demander l'autorisation à tous les studios, en l'occurrence, beaucoup de studios américains pour ce thème, hein, sur l'espionnage. Et il faut aller voir les ayants droit de James Bond, de Mission Impossible, de Kingsman et autres pour qu'ils nous autorisent à montrer les extraits de films. Parce qu'une expo de cinéma ne peut pas se faire sans montrer du cinéma. Donc des projections, des grandes projections d'ailleurs.
et du coup des extraits de films. On ne montre pas les films en entier. Les films en entier, on y reviendra, sont projetés ailleurs dans les salles de cinéma, mais dans l'expo, on n'est que sur des montages plus courts. Et sans révéler qui ou lâcher des noms, voilà, t'as eu quand même des problèmes de droit où des fois ils t'ont dit non, c'est pas possible? Franchement, les questions juridiques dans le cinéma sont hyper compliquées. Et de plus en plus compliquées. Moi, je suis pas juriste, donc c'est pas moi qui suis en première ligne, mais c'est vrai qu'ils demandent beaucoup d'informations, beaucoup pour border je sais pas s'il y a eu des procès, il y a eu des précédents, mais on sent qu'ils veulent vraiment border le truc, et donc il y a des studios qui demandent vraiment énormément d'informations qui sont parfois décourageantes, quoi. Alors que évidemment à la Cinémathèque, on valorise les films, on les manipule pas, et après ça fait vendre les films en DVD, ça crée du buzz, du désir. Ah tiens, j'ai envie de revoir Mission Impossible, tiens, j'ai envie de revoir La Taupe. Mais on va souvent parfois demander d'autorisation à l'acteur, au scénariste. Enfin, ça devient parfois des usines à gaz. Sur le principe, on comprend. On montre un extrait d'une œuvre, il faut avoir l'accord, mais dans les faits, c'est parfois très compliqué. Et il arrive qu'on doive abandonner parce que trop cher, trop compliqué, pas de réponse. Et dans le doute, on doit parfois faire des concessions. Et c'est dur pour le commissaire. Le public s'en rend pas toujours compte, hein, mais parfois il y a des déceptions comme ça, juridiques. Ouais. Ça arrive. Alors, sur cette exposition, donc espionnage et cinéma, vous revenez plus sur vraiment donc le cinéma, la fiction, que sur l'histoire des espions. Forcément, on est à la Cinémathèque, on s'est dit vraiment, le fil rouge, c'est le cinéma. C'est comment la fiction a traité de l'espionnage à travers le temps, à travers toute son histoire, en fait, parce qu'on y reviendra, les films d'espionnage commencent dès les années 1910 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a vraiment beaucoup de films d'espionnage. Mais c'est vrai que ce qui nous intéressait, c'était de ce postulat de départ, parce que sinon, on n'est pas un musée de l'armée, on n'est pas un musée d'histoire, on n'est pas un musée qui peut raconter les faits. On essaie de voir comment ils sont retranscrits par la fiction, par la mise en scène, par les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de films d'espionnage sont basés sur des faits réels. Alors parfois, ça transite par un livre, ils sont adaptés d'un livre qui est lui-même basé sur des faits réels, mais beaucoup de films d'espionnage ont ce rapport à la réalité. Je prends un exemple, là, il y avait Olivier Assayas chez nous il n'y a pas longtemps à la Cinémathèque pour présenter Cuban Network, film avec Penélope Cruz, sur un groupuscule d'agents qui étaient en fait pro-Castro et qui étaient infiltrés dans des associations anticastristes aux États-Unis. Et donc, c'est un film qui est tout à fait réel. Ce fait divers a existé. Il y a eu des livres de journalistes sur cette histoire qu'on appelait les Cuban Five, qui étaient 5 espions infiltrés. Et donc, ça a été un procès d'ailleurs retentissant. Ils ont été jugés, ils ont été emprisonnés. Maintenant, ils ont été libérés et extradés à Cuba. Mais ça a fait vraiment parler de soi. Et donc, Assayas, évidemment, ensuite, il prend des acteurs, Edgar Ramirez, un peu le grand acteur vénézuélien, Gaël Garcia Bernal, Penélope Cruz, qui sont des stars du monde hispanophone. Et il en fait forcément un peu, il le fictionnalise, mais c'est basé sur des faits réels. Et ça, c'est une constante dans l'histoire du cinéma d'espionnage. On a beaucoup de films, par exemple Imitation Game, les espions qui essaient de décrypter la machine Enigma autour d'Alan Turing, le mathématicien qui était payé par les services secrets, du coup, tout ça c'est vrai, et il y a un film qui en rend compte. Donc il y a beaucoup de liens entre les deux. C'est pour ça que dans l'expo, on montre aussi des vrais objets d'espionnage, parce que ces objets d'espionnage ont inspiré les cinéastes quand ils étaient en train de réaliser ces films inspirés de faits réels. Donc ça, on peut pas l'omettre, quoi. Après, il y a des films complètement délirants à côté, fantaisistes, voilà, Austin Powers, ça n'a pas existé, mais d'autres films, au contraire, oui. Donc, c'est un projet particulier, quoi. Et puis c'est ça qui est intéressant et que je voulais montrer aussi sur Nota Bene en faisant ce partenariat aussi avec vous, la Cinémathèque, c'est-à-dire que même en occultant la dimension inspiration de l'histoire, eh bien, l'histoire du cinéma, c'est de l'histoire.
Voilà. Et donc, tout simplement parler des films et de l'évolution des films au cours des années, rien que ça, c'est de l'histoire et ça vaut le coup de pouvoir en parler. Alors, les films qui sont abordés dans l'exposition, c'est des films qui viennent c'est du cinéma de quel pays? Est-ce qu'il y a des pays, des zones géographiques que vous traitez plus que d'autres? Des cinémas que vous abordez plus que d'autres? Alors, c'est vrai que l'expo, on l'a fait à Paris pour un public européen. Et donc, c'est vrai qu'en Europe, le cinéma dominant d'espionnage, c'est quand même le cinéma anglo-saxon, donc anglais-américain. Historiquement, avant le cinéma d'espionnage, il y a les romans d'espionnage. Et c'est aussi une tradition tout à fait anglaise de romans un peu semi-politiques, d'intrigues. C'est comme le genre du polar, mais à côté, qui était aussi un genre plutôt inventé par les Anglais. Donc, c'est vrai que de notre point de vue à nous, il y a une dominante quand même anglo-saxonne. Et donc, c'est ce qu'on ressentirait dans l'exposition, sans omettre d'autres cinématographies françaises, évidemment, on est en France, italienne, allemande, beaucoup. On sait l'histoire de l'Allemagne autour du XXe siècle a été un lieu, disons, d'affrontement idéologique très fort. Donc, il y a eu beaucoup de films d'espionnage tournés à Berlin, particulièrement Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, Berlin pendant la guerre froide, très récurrent, hein. Donc beaucoup de films allemands, mais aussi, et même si on les a découverts plus tard, des films qui viennent de cinématographie plus lointaine ou de cinématographie qui se sont développés plus récemment aussi, c'est vrai. Donc, c'est des films sud-coréens, israéliens, libanais, égyptiens. On a des films même sud-africains dans l'exposition. On parle dans le catalogue de films indiens. On n'en montre pas vraiment un extrait dans l'expo, mais c'est quand même évoqué. Et c'est vrai que plein d'autres pays, il y a aussi eu des genres de cinéma d'espionnage, cinéma russe, cinéma des pays de l'Est. Donc voilà, tous les cinémas sont représentés dans l'exposition à plus ou moins différentes échelles, quoi. C'est vrai qu'il y a une dominante anglo-saxonne, mais on va retrouver des cinématographies qui sont différentes et qui n'ont pas traité l'espionnage de la même façon, qui n'ont pas la même manière de l'aborder. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes codes culturels, c'est pas la même histoire. Et donc ça va être des choses qu'on va voir dans toute l'expo, hein. Dès les premières salles de l'expo, les années 1920, il y a un des plus grands films d'espionnage muet qui est Les Espions de Fritz Lang, qui est un film sur un banquier paranoïaque qui tient une association du crime d'espions. Et donc tout ça, c'est vraiment très particulier à la situation de l'Allemagne à l'époque, dans les fin des années 20. Et plus tard, sur des films sur la question de la post-guerre froide, on a des films sud-coréens, des films israéliens. Donc voilà, c'est toutes les cinématographies sont présentes. Après, c'est pas toujours facile d'avoir accès à tout, hein, franchement. C'est-à-dire que, par exemple, la cinématographie indienne, les films sont pas sortis en France, donc il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de bonne copie, ils sont pas sous-titrés. Des films des pays de l'Est sont parfois difficiles à trouver aussi, avec des problèmes d'accès à des bonnes sources. Donc il y a aussi cette question technique, hein, qui parfois joue. Et puis, comme on se pose aussi la question d'un public, un peu d'un grand public, on va mettre en valeur aussi les choses qu'il reconnaît, qu'il connaît, qu'il aime. Il va découvrir d'autres choses, le public, mais il faut aussi des jalons importants qui sont des moments qu'il connaît bien. Et ces jalons-là sont effectivement plutôt anglo-saxons et français. Quand je dis français, c'est aussi le Bureau des légendes, par exemple, qui a été un très grand succès à la télé, parce que l'exposition parle aussi des séries. Disons que séries, cinéma, il y a des points communs, c'est de l'image en mouvement, c'est du scénario, c'est des acteurs, c'est de la lumière. Donc, on ne fait pas trop de distinguo à la Cinémathèque. Et le Bureau des légendes, je pense, ça a été un grand moment de cinéma. D'ailleurs, c'est un cinéaste, Éric Rochant, qui l'a créé, qui avait déjà fait des films d'espionnage pour le cinéma, d'ailleurs. Et donc, le Bureau des légendes, Malotru, Kassovitz, cet agent double qui, pour des raisons amoureuses, finit par aller du côté de la CIA en trahissant ses pairs, est une série importante, hein, aussi sur les situations aujourd'hui, Daesh. Ça n'a pas été tourné dans les pays parce que c'est trop dangereux, mais ça évoque la Syrie, la Jordanie et les endroits où la France est impliquée au niveau des renseignements, au niveau de l'intelligence. Donc, oui, tous les pays du monde sont plus ou moins représentés, mais en tout cas, on ne les a pas oubliés. Oui. Alors, tu nous parlais d'un film de 1920 tout à l'heure. C'est un des premiers films. Il y avait des films avant ça d'espionnage. Ça date de quand exactement les films d'espionnage? Ça date vraiment du début du cinéma. Après, il y a des choses qui ont été un peu perdues, mais j'ai vu effectivement des choses très très difficiles à trouver. Mais le cinéma à 1895, c'est la création évidemment de l'art cinématographique. Et on a dès les années 1905, donc 10 ans après, des films d'espions.
En France, on a un film en 1913 qui s'appelle Protea, qui est un serial. Un serial, c'est-à-dire c'est des films à épisodes. C'était fait pour que les gens retournent au cinéma plusieurs fois. Et c'est une espionne habillée un peu en latex. Elle fait des arts martiaux. C'est une femme très puissante, voilà, rusée, qui affronte différents ennemis. C'est beaucoup en Europe de l'Est, dans des pays plus ou moins imaginaires. On va retrouver dans les années 1926 un film de Boris Barnett, Miss Med, qui est aussi un serial russe, film d'action, d'espionnage. 1928, Les Espions de Fritz Lang. Donc dès les années 20, ça commence à se multiplier et peut-être c'est avec le parlant, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être, je sais pas, l'espionnage, c'est des questions, beaucoup de, oui, je sais pas, peut-être le fait que ça soit, que les gens puissent s'exprimer, puissent parler, a considérablement développé le genre, je dirais, parce que c'est quand même souvent des films un peu compliqués, les films d'espionnage, hein. Il y a beaucoup d'intrigues, de sous-intrigues, d'agents doubles, donc c'est vrai que la parole est quelque chose d'important. Souvent, c'est des films un peu enfin, films d'action, mais aussi des films un peu bavards, paradoxalement. Et dans les années 30, du coup, l'apparition du son, là, il y a vraiment de plus en plus de films d'espionnage et ça n'a jamais cessé. Donc, c'est un genre un peu universel, comme il y a des mélodrames depuis le début, comme il y a des westerns depuis quasiment aussi les années 1900. Donc, c'est très, très tôt, le cinéma voilà, crée des genres. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est comment le genre a évolué. Et les films d'espionnage, mon idée, c'est que ça a créé des films très divers, quoi. Les films se ressemblent pas trop entre eux. Donc plutôt qu'être un genre particulier, est-ce que c'est pas un truc qui est plutôt à la croisée de plusieurs autres genres ou... Non, je pense que c'est quand même un genre. Après, il a des cousinages avec d'autres genres, le film d'action, le film noir. Mais le film noir, c'est plutôt d'un point de vue très personnel, c'est d'un point de vue d'une enquête, d'un meurtre. Alors que le cinéma d'espionnage a à voir avec un meurtre à l'échelle souvent d'une nation, d'un pays, c'est des enjeux idéologiques qui se jouent. Ça, c'est un petit peu différent quand même. Mais on retrouve certains gimmicks, certaines scènes, la filature, le fait de se cacher, la dissimulation, l'enquête. Mais l'espion qui enquête, c'est pas le détective privé qui enquête. Mais il y a effectivement des liens, hein, entre les deux. Mais je pense que c'est vraiment un genre structuré en soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il perdure. Mais je dirais que peut-être les cinéastes se sont projetés dans ce genre de manière souvent assez personnelle, parce que ça touche à des questions d'identité, des questions de politique, des questions aussi de sexualité. Et je crois que c'est finalement des films souvent assez personnels de leurs réalisateurs. Et donc, comme chaque réalisateur est très différent, bah, au final, les films d'espionnage, je trouve, sont assez différents et échappent un peu à une norme trop forte, quoi. Il y a des récurrences, mais je trouve qu'ils sont souvent assez personnels. Ouais, et puis alors, le cinéma, c'est aussi le reflet de la société ou de courants de pensée qui sont développés à un instant T dans une société. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'analyser le cinéma aussi, parce que finalement on voit la société évoluer à travers le cinéma. Du coup, vu qu'on a eu quand même une évolution de la société depuis le début du XXe siècle, est-ce que, eh bien, il y a aussi une évolution du cinéma dit d'espionnage? Et est-ce que toi tu pourrais nous parler un petit peu de l'évolution de ces différents courants qu'il y a pu avoir et de ce qu'ils représentent vis-à-vis de notre société? La société a évolué et aussi la technique a évolué. Et je pense que les deux sont assez liés, en l'occurrence pour l'espionnage, dans le sens où pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de conflits, donc il y a de l'espionnage, parce qu'on doit savoir ce que fait l'ennemi, on doit anticiper potentiellement les missions qu'il a dans sa tête pour pouvoir les déjouer. Donc il y a beaucoup d'espions, mais qui est espionné, c'est des gens très précis. Ça va être un directeur d'état-major de l'armée, ça va être un espion qui espionne un autre espion. C'est pas toute la population qui est espionnée. On n'a pas les moyens à l'époque de faire du tout espionnage, donc c'est vraiment très ciblé et on le voit bien dans les films. Il y a vraiment quelque chose qui est très individualisé en fait. Et avec le temps, la technique évoluant et les questions de surveillance de masse, qui sont aujourd'hui un vrai sujet, fait que tout le monde peut être potentiellement espionné et tout le monde peut espionner avec un portable, avec un drone, avec un ordinateur. Peut-être qu'il faut être un petit peu geek, mais pas tant que ça. Et donc, on est dans une situation qui est très différente des années 1910. Tout le monde se sait un petit peu espionné par voilà, on va sur l'ordinateur, après on reçoit une pub, donc on sait qu'on a été plus ou moins espionné. Je parle même pas des logiciels Pegasus qui ont été utilisés à échelle d'un État pour surveiller tous ces journalistes ou tous les dissidents politiques. Il y a eu beaucoup de cas récemment de tout surveillance qui n'existait absolument pas dans la société des années 1910, 1920, 1930. Il y avait une paranoïa ambiante, il y avait dans les pays de l'Est effectivement beaucoup d'espions, mais c'était avec des techniques et des outils qui n'avaient rien à voir. Donc je dirais que les mœurs évoluent à travers le siècle,
mais aussi l'idéologie et la société et la technique. Et donc tout ça fait que, évidemment, les problématiques sont différentes et puis les films réagissent différemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de films, par exemple, où les espions, donc des gens qui espionnent, ne sont pas forcément des espions professionnels, mais sont des gens qui ont accès à des informations par des outils et qui, du coup, veulent les dénoncer ou veulent enquêter pour comprendre et par souci d'éthique. Et donc, c'est vrai qu'on a toute une gamme de personnages, un peu genre lanceurs d'alerte, espions malgré eux, qui, à cause de l'accès facile à la technique, sont confrontés effectivement à des secrets et se mettent à devenir un espion. Il y a un super exemple, c'est le film de Ennemi d'État de Tony Scott. C'est un film des années 90. Je crois que c'est le premier film qui cite vraiment la NSA. À l'époque, on est plutôt sur la CIA, mais là, voilà, exactement, Will Smith et Gene Hackman. Et en fait, ça parle de ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un vote qui va être fait aux États-Unis pour autoriser que les télécommunications puissent faire de la surveillance de masse. Il y a des hommes politiques qui s'opposent à ça, et le directeur de la NSA qui pilote ce programme tue carrément, c'est vraiment la corruption au plus haut degré, tue un des hommes politiques influents qui est contre sa loi pour faire voter la loi. Mais en fait, son crime a été malgré lui filmé, j'ai un peu oublié, mais je crois que c'est par un chasseur d'oiseaux qui en fait photographie des oiseaux. Malgré lui a filmé la scène, se fait tuer, mais réussit au dernier moment à donner le microfilm avec la scène à Will Smith, qui est un avocat lambda qui n'a rien demandé, mais qui, confronté à un secret, se rend compte que c'est très grave ce qui se passe. Et finalement, il devient espion. Et en fait, il va rencontrer un ancien de la NSA qui est joué par Gene Hackman, qui est un renégat parano, mais qui est un vrai geek, qui a plein d'outils. Et tous les deux vont s'associer. Et c'est eux les espions du film. Mais Will Smith, au départ, n'est pas du tout un espion professionnel, comme on a un James Bond qui travaille pour le MI6, qui a été formé, qui est vraiment le symbole de l'espion dont c'est le métier. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'évolution de la société et de la technique qui permet ce genre de personnage, et le cinéma est très friand de ce genre de personnage, et ça permet d'être beaucoup plus sur les marges, beaucoup plus dans, voilà, c'est un peu surprenant au niveau des scénarios, quoi. Et je crois que ça, c'est aujourd'hui très présent dans le cinéma et dans la vraie vie. Pour préparer l'exposition, je crois que tu as beaucoup parlé avec des réalisateurs qui eux-mêmes ont beaucoup parlé avec des historiens ou autres. Est-ce qu'il y a eu des relations, voire des influences même, parce que tu nous dis que parfois ces films sont tirés d'histoires réelles, mais donc il y a des influences entre cinéma et espionnage dans un sens comme dans l'autre peut-être ? Effectivement, tous les cinéastes qui travaillent sur des faits réels, par définition, souvent ils vont faire un petit peu une enquête. Je parlais avec d'Assayas tout à l'heure, quand il a fait Cuban Network, il a rencontré le journaliste qui a écrit, il a même rencontré 2 des anciens espions, parce que ça a nourri son travail. Donc après, je pense que ça arrive très souvent, effectivement, de ce que j'ai vu, il y a des liens en fonction d'un sujet, on va travailler sur ce sujet, on va rencontrer des gens, et pourquoi pas des espions. Quand d'ailleurs Éric Rochant fait le Bureau des légendes, il a vraiment eu des liens avec la DGSE pour un peu affiner son scénario. Donc ça, c'est sûr que ça dépend du sujet. Après, il y a des états où c'est de manière plus structurelle, c'est-à-dire que c'est même pas lié à un sujet, et c'est de manière structurelle. L'industrie du cinéma et l'industrie de l'espionnage, on pourrait dire, enfin, en tout cas le monde de l'espionnage, ont des liens entre eux réguliers. C'est le cas aux États-Unis, mais je pense que c'est peut-être le cas aussi dans certains pays en Asie, en Chine, en Corée. Par exemple, aux États-Unis, il y a carrément dans la CIA un département cinéma avec des officiers traitants qui s'occupent de cinéma. Et c'est-à-dire, ils s'occupent à la fois de l'image que les films vont donner de la CIA, mais aussi ils vont pouvoir aider éventuellement des cinéastes qui veulent faire un film où il y a des personnages de la CIA. Donc, c'est des relais au sein de l'agence. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations parce que c'est quand même un petit peu secret. Ça a été créé assez tardivement, dans les années 90, je crois, ces petites cellules au sein de la CIA. Mais même avant qu'elles existent officiellement, il y avait des liens entre les studios, pendant des conflits, voir comment on traite de certains sujets, ce qui est autorisé, pas autorisé. D'ailleurs, ça a été on en a pas mal parlé avec Zero Dark Thirty, le film de Catherine Bigelow, qui est un film génial, qui parle d'une espion femme, Maya, qui est une analyste de la CIA qui traque Ben Laden. Et on y reviendra peut-être après, parce que c'est un film important, mais en tout cas, les films avaient été pas mal décriés, parce que Catherine Bigelow, la cinéaste et son scénariste, avaient eu accès à des documents classifiés de la CIA, avant même qu'ils soient déclassifiés. Et ça, ils n'avaient pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a des officiers traitants au sein de la CIA qui ont le droit de dialoguer avec les studios, mais ils ne peuvent pas non plus tout révéler, parce que sinon c'est trop dangereux, on ne sait pas en plus sur qui on tombe. Et je crois que là, voilà, ils se sentaient en confiance. On a même dit que Catherine Bigelow et son scénariste, ils avaient un peu acheté les gens de la CIA, ils avaient offert des champagnes, offert des voyages et autres, et qu'au final, ils avaient eu des informations déclassifiées
pour nourrir la réalité du film. Donc, le but, on peut dire, était louable, c'était d'être réaliste et de créer une œuvre qui était cohérente, mais avec des méthodes un peu étranges d'aller choper des informations là où on n'a pas le droit d'aller les prendre, parce qu'il faut du temps pour que les informations soient déclassifiées. Donc voilà, donc effectivement, les films inspirés de faits réels ont beaucoup de liens, comme je viens de l'expliquer. Après, je crois que même des films, on pourrait dire, qui sont complètement fictionnels, souvent, voilà, on se renseigne un petit peu, on va rencontrer des gens, on va sur le terrain. Enfin, c'est sûr que ça sort pas d'un chapeau comme ça. Euh, c'est basé sur une forme de réalité. Ouais. Et il y a plein de cas comme ça. Et après, il y a l'autre cas de figure. Ça, c'est dans un sens. C'est comment le cinéma, en gros, va s'inspirer de la réalité de l'espionnage. Et après, il y a comment le monde de l'espionnage s'inspire du cinéma. Et ça, c'est vrai qu'on dit souvent que dans les écoles d'espionnage, ça existe. Comment devenir espion dans les pays de l'Est, aux États-Unis, partout, il y a des formations. On montre des films, donc des films de fiction, par exemple. On va leur montrer des films. Mais il y a aussi des films qui sont faits spécialement pour les formations d'espions. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que le cinéma devient un outil de formation des espions. On leur montre comment on fait une perquisition, comment on fait une filature, comment je sais pas, on cache bague à poison sans être vu, comment on n'a pas l'air d'être intimidé en donnant un faux nom, par exemple. Et donc, comme dans les films, ça apparaît pas toujours de manière très claire, dans pas mal de pays, il y a des studios de cinéma qui mettaient, voilà, qui participaient un peu à l'effort idéologique. Donc, des films étaient tournés pour former les espions et n'étaient montrés que aux espions dans des écoles d'espionnage. C'était le cas beaucoup dans les pays de l'Est, par exemple, qui étaient vraiment, il y avait des sûretés, des agences de sûreté nationale très, très structurées, des écoles d'espionnage très importantes. Il y avait beaucoup d'espions, beaucoup d'informateurs. On sait, dans les pays de l'Est, on disait qu'en RDA, il y avait, je crois, une personne sur 2 ou 3 quasiment qui était espion. Donc, il fallait bien les former, ces gens. Et donc, le cinéma, et pas que la fiction, était très utile, dont ces films, des films, on les voit maintenant, hein, ils sont sortis dans des DVD. Ça fait parfois rire parce que c'est très bancal. On les voit en train d'ouvrir en imperméable une porte cachée. Ça fait un peu cheap, mais ça servait vraiment, franchement, je crois, à la formation des espions. Et j'avais lu une anecdote marrante. Il disait que quand on projetait des films aux espions, le projectionniste devait sortir de la salle parce que le projectionniste était lui par un espion et il devait pas voir ce qu'on allait montrer, quoi. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, il paraît, après la chute du mur de Berlin, après la dissolution du bloc communiste, beaucoup de gens qui étaient parfois des petites mains pour ces films d'espionnage sont devenus des vrais acteurs de la vie cinématographique du pays, sont devenus chefs opérateurs, scénaristes, mais avaient commencé. Il y a un article dans le catalogue qui raconte ça, surtout en Hongrie et en Bulgarie, avait commencé comme cinéaste de films d'espions, enfin de films d'école d'espions. Pour finir là-dessus, ça a été déclassifié il n'y a pas longtemps, mais on a su que beaucoup de gens à Hollywood, pendant la Seconde Guerre mondiale, vraiment qui étaient très militants anti-nazis, ont aidé les services secrets. À l'époque, c'était pas la CIA, ça c'était l'OSS, mais ont aidé l'OSS parce que beaucoup de gens à Hollywood avaient des origines européennes, donc certains parlaient allemand, parlaient tchèque, parlaient français, donc ils voyageaient parce qu'il y avait des projets en Europe. Donc de fait, d'avoir un peu ces passe-droits et puis d'être un peu auréolé, l'acteur, l'actrice très connu, on n'avait pas envie de les embêter. Souvent, ils étaient un peu au-dessus des lois, quoi. Ils disaient, voilà, quand Greta Garbo retournait en Suède, peut-être on n'osait pas lui demander d'ouvrir son sac à main. Donc elle pouvait cacher peut-être quelque chose d'un peu secret. Alors, on ne dit pas qu'ils ont espionné des choses majeures, c'était pas leur métier, c'était pas, voilà, c'était pas des espions haut gradés, hein. Mais ils ont participé à l'effort de guerre et puis ils donnaient des informations et parfois ils s'espionnaient entre eux parce qu'il y avait aussi à Hollywood des ligues pro-nazis, il y avait des acteurs qui étaient pour Hitler. Et donc, quand ça se savait, certains acteurs espionnaient leurs collègues pour peut-être glaner des informations et rendaient des comptes à l'OSS. Et donc, on a retrouvé ces comptes rendus donc de Cary Grant, de Marlène Dietrich, de différentes personnes qui étaient donc... ça, c'est très particulier aux États-Unis, hein. Je ne pense pas que dans tous les pays il y a eu ça, mais ça a été beaucoup dit, quoi. Donc, tu nous parlais des films de propagande, entre guillemets, pour former les espions. Est-ce que certains de ces films auraient pu être tournés dans des décors de films plus célèbres ou qui avaient plus pignon sur rue ? oui, je pense que certains films,
justement sur les pays de l'Est, c'est là où je me suis un peu le plus concentré, parce qu'après, dans d'autres pays, c'est dur de savoir. En Asie, c'est plus compliqué, mais dans les pays de l'Est, il y avait parfois des films tournés au sein de... Enfin, c'était les mêmes studios, disons, où il y avait des films de fiction qui étaient tournés et les films d'espionnage pour les écoles d'espions, quoi. Donc, ils pouvaient utiliser, s'il y avait un décor, tout d'un coup, un appartement, un bout de rue, ça pouvait être réutilisé tout à fait dans les deux sens. Après, il faudrait faire une analyse, ça serait marrant de trouver, mais comme c'est des films rares, puis bon, c'était pas le thème de l'expo, c'était trop précis, ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'on les a mis de côté dans l'expo, parce que dans l'expo, on s'est dit, bon, on a 600 mètres carrés, c'est déjà bien, on a des grands espaces, c'est très majestueux par certains côtés, mais c'est que 600 mètres carrés, et on va suivre le fil rouge du cinéma de fiction. Euh, Parce que c'est comment ça a été fictionnalisé. C'est vrai que la formation des espions, bon, entre autres que les supports sont pas bons, c'était un côté un peu, c'est presque un sujet d'histoire et moins un sujet de cinéma, parce que c'est assez pauvre cinématographiquement. Donc on les a mis de côté, on en parle dans le catalogue, j'en parle ici, c'est un sujet marrant, mais on n'a pas eu la place de vraiment le traiter. On est plutôt resté sur le cinéma de fiction, mais même dans le cinéma de fiction, là où c'est intéressant, c'est bloc Est, bloc Ouest, il y a beaucoup d'inter-influences. C'est-à-dire que les cinéastes de fiction des pays de l'Est voyaient les films de l'Ouest, même si parfois c'était interdit pour le grand public, mais eux se les faisaient projeter chez eux. Et donc, quand ils voyaient James Bond, bah, tout d'un coup, ils avaient envie de faire du James Bond local, quoi. Et donc, voilà, c'est assez marrant, ces jeux d'influence. Et il y a une très belle pièce dans l'expo là-dessus, peut-être pour finir sur ces questions à Est-Ouest, il y a une très belle pièce d'un artiste serbe qui s'appelle Nemanja Nikolic. Et donc, il a grandi en Yougoslavie avant que ça disloque en différents pays. Et en Yougoslavie, il y avait un statut un peu particulier, c'est-à-dire que c'était un pays du bloc de l'Est, mais à cause de Tito qui était très ouvert, c'était un des rares pays où les films occidentaux passaient à la télé. Donc lui, il a vu beaucoup de films d'espionnage. Et donc ce qu'il a fait, c'est que sur des livres qui étaient devenus obsolètes après la chute du mur, des livres de propagande marxiste, de propagande pro-Tito, etc., il a dessiné ce qu'il voyait à la télé. Donc en fait, c'est comme si sur des choses très du bloc de l'Est, il dessinait des films du bloc de l'Ouest, des James Bond, des films de Harry Palmer, des films d'Hitchcock et autres. Et donc il dessine et il reprend des scènes de films. Donc c'est vraiment image par image. Donc pour faire une séquence de cinéma, il faut 60 dessins, quoi. Donc c'est des centaines de dessins et ensuite il a fait une sorte de banc-titre. Il les a filmés et du coup c'est un film d'animation qui est magnifique et où on voit toujours en trame de fond, écrit en serbo-croate, des plans, des manuscrits, mais avec des images de cinéma hollywoodien ou anglais. Donc il y a les deux qui existent ensemble. C'est très troublant. C'est vraiment très, très guerre froide, très sur les paradoxes de la guerre froide, où finalement les deux étaient vraiment interdépendants, Est et Ouest, et finalement ils s'opposaient, mais ils existaient ensemble aussi. C'est ça qu'il a voulu raconter, avec une super musique. Dans l'expo, on a le film qui vient d'être fait, c'est assez récent, hein, c'est un jeune artiste, et on a une trentaine ou quarantaine de dessins originaux. On voit par exemple une scène de James Bond, Bon baiser de Russie, qui est dessinée sur un manuel écrit en serbe, quoi. Et c'est super beau. Et ça aussi, c'est un des enjeux de l'expo. On n'a pas parlé, peut-être on en parlera tout à l'heure, c'est de faire aussi venir des œuvres d'art, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est lié au cinéma, la fabrication des films, les extraits de films, les objets d'espionnage réels, parce que les films d'espionnage sont basés sur la réalité, mais aussi on aime bien avoir des œuvres d'art contemporain ou d'art en général. Ça crée un petit pas de côté parce que c'est tout d'un coup une interprétation par un artiste et c'est souvent hyper intéressant. Donc lui, on a une sérigraphie d'Andy Warhol qui représente Greta Garbo en Matahari. On a des films d'artistes contemporains, on a des sculptures, on a différents, pas beaucoup, hein, mais des pièces un peu incongrues et qui ont une valeur artistique qui, je pense, est important dans une expo, parce qu'un expo, c'est un musée, c'est l'occasion de les montrer ensemble. Ouais. Et est-ce que tu aurais des... Parce que bon, c'est vrai que dans l'esprit des géants, espion égale gadget, sûrement peut-être à cause, grâce à James Bond, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as des exemples de gadgets qui auraient pu être inspirés donc, de l'histoire, ou à contrario peut-être hein, de gadgets dont l'histoire, ou les vrais espions se seraient inspirés du cinéma en se disant « Waouh, c'est vachement bien ce qu'il a fait ». Bah ouais, c'est dur de savoir dans quel sens ça s'est fait, mais en tout cas, il y a des objets, des petits gadgets qui ressemblent vraiment à des gadgets de film. On a fait une vitrine là-dessus dans l'expo, donc c'est super parce qu'on peut voir les vrais. Et à côté, on a mis exprès des accessoires de film, et parfois, franchement, on ne sait pas différencier l'accessoire du vrai gadget d'espionnage.
Après, c'est dur de savoir qui a été le premier. Mais par exemple, on a un parapluie bulgare. Donc, c'est des parapluies avec au bout une aiguille et que quand tu mets très discrètement un coup sur quelqu'un dans la rue, il sent une petite légère piqûre. En fait, il est empoisonné, il meurt directement. Il y a des rouges à lèvres pistolets. Je crois qu'on appelait ça le baiser de la mort. Donc, c'est un rouge à lèvres tout petit, en fait, qui peut tirer. Il y a un truc qui est super, qui vient d'un musée militaire en Angleterre. C'est des chaussures avec des lames qui tuent, quoi. Donc, c'est la chaussure. En fait, il y a une lame qui peut sortir de ta chaussure et tu peux tuer quelqu'un parce qu'elle est elle-même empoisonnée, je crois. Un peu en mode Kingsman. En mode, alors c'est ça, il y a exactement la même dans Kingsman, qui lui-même se réfère à Bon baiser de Russie. Il y a un James Bond où il y a les personnages du spectre ont des chaussures avec la lame. Donc c'est génial de voir que ça dans James Bond. Ben, il y a d'abord le roman inspire le film inspire un autre film, et ça existe dans la réalité sans qu'on sache qui a inspiré qui. Donc il y a tout un jeu comme ça de miroir. Et donc, il y a plein de petits gadgets dans l'expo. Ouais, il y a une bûche, une fausse bûche, parce qu'il y a aussi la question évidemment, de filmer, enregistrer du son. Mais après, il faut pouvoir les donner à des confrères de manière secrète. Donc, il y a la question des boîtes aux lettres dans l'espionnage qui est super important. Et donc, il y avait des fausses bûches. Donc, ça ressemble à une bûche. Tu mets un microfilm dedans ou une photo ou un texte. Et franchement, ça ressemble à une bûche de bois. Tu le lances dans la forêt. Et après, il faut évidemment qu'ils ont un code pour savoir dans quel coin de la forêt ça se trouve, mais pour le visiteur lambda, ça ressemble à un bout de bois. Il y a aussi ça c'est pas sur la transmission, mais c'est sur l'attaque. Il y a des faux rats qui étaient comme empaillés, mais à l'intérieur avec de l'explosif. Et donc, le rat pouvait sauter sans être vu. Ça ressemble pas à une grenade ou à une bombe, quoi. Donc ça, c'est des méthodes qui sont à la fois un peu du monde de l'armée, du monde de la guerre, du monde militaire, mais en lien avec l'espionnage, parce que c'est la question de la dissimulation, la question de l'intelligence, de la récolte d'informations. Donc c'est un peu à cheval entre les deux, mais on en parle dans l'expo carrément. On en a déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'on peut creuser un peu le sujet. Tu nous disais que la figure de l'espion, elle avait un petit peu évolué quand même au cinéma, mais c'est vrai que quand on pense espion, on pense tout de suite James Bond ou Mission Impossible. Est-ce que il y a aujourd'hui, quelle typologie d'espion on peut trouver à l'écran? On a parlé du lanceur d'alerte. Il y a aussi cette figure du gars qui réussit absolument tout dans des conditions extrêmes. Est-ce qu'il y a plusieurs archétypes comme ça de l'espion au cinéma? Il y a beaucoup, c'est un peu difficile, je dirais. Il y a quand même beaucoup de cas particuliers. Il y a effectivement la mouvance un petit peu Mission Impossible. Donc là, on est plutôt dans une sorte d'homme hyper puissant, viril. On sait que Tom Cruise, en plus, fait toutes ses cascades lui-même. C'est lui qui joue dans toutes les Missions Impossibles. Et donc, c'est un genre en soi, effectivement, d'un personnage qui est cascadeur, quoi. Alors après, chaque film est un peu différent. C'est vrai que le premier, le De Palma, il a une ambiance plus sombre, plus parano. Puis après, il y a d'autres films où c'est un peu plus cartoonesque, un peu plus léger, mais avec toujours ce côté invariant du Tom Cruise, super viril, puissant, à qui tout lui réussit, qui est toujours dans des défis physiques, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que chez les mecs, quoi. On a aussi des espionnes femmes qui sont aussi dans des défis physiques super importants. Genre, je pense à, par exemple, Atomic Blonde, qui est adopté d'une bande dessinée, qui était réalisée par un ancien cascadeur qui s'appelle David Leitch, et avec Charlize Theron. Donc, c'est un film aussi un peu cartoonesque. Ça se passe à Berlin, juste avant la chute du mur. Et elle est envoyée par les services secrets anglais pour récolter une information, sauver un agent, enquêter sur la mort d'un agent. On comprend qu'elle-même, elle est agent double, agent trouble, agent triple. En fait, elle bosse pour les Américains. Bon, ça, c'est tout le sujet du film. Mais elle est elle-même, je ne sais pas d'ailleurs si c'est elle qui faisait toutes les cascades, mais elle est hallucinante de puissance. C'est vraiment l'équivalent d'un Tom Cruise en féminin, quoi. Il y a quelques scènes absolument incroyables et assez belles, je trouve. C'est un film assez réussi dans un genre un peu effectivement BD, mais voilà, c'est pour dire aussi, c'est important que c'est pas qu'il y ait des typologies hommes-femmes, il y a aussi des typologies qui les rassemblent, mais pas toujours les opposent. C'est comme la typologie effectivement du Latin lover, du séducteur, de l'agent secret qui va retirer les informations sur l'oreiller. On le retrouve du côté évidemment féminin, qu'on appelait parfois les peaux à miel, ces femmes qui attiraient des hommes et qui pouvaient comme ça soutirer des secrets sur l'oreiller. Donc ça, c'est effectivement, il y a plein de typologies, parfois hommes-femmes ensemble, parfois hommes-femmes séparés. Peut-être pour revenir à ce que tu disais sur James Bond, là où c'est intéressant, c'est quand même que le film a un peu évolué à travers le temps.
la franchise, elle a un petit peu évolué. Récemment, je dirais qu'il y a peut-être eu deux ruptures. Enfin, moi, que je vois un petit peu comme ça, il y a d'abord eu GoldenEye, c'est les années 95. En fait, c'est le premier film après la guerre froide. C'est le premier film avec Pierce Brosnan et c'est le premier film aussi où M, donc le supérieur hiérarchique de James Bond, est une femme. Donc tout d'un coup, il y a pas mal de changements qui sont intervenus. C'est plus un rapport que d'hommes. Il y a une femme qui a la tête des services secrets. Et comme l'ennemi n'est plus russe, il y avait quand même toujours les Russes avant un même spectre. Ils avaient des accents soviétiques. Il faut réfléchir un peu à autre chose. Et du coup, c'est le premier film où il y a aussi un ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, James Bond se rend compte que son collègue, son alter ego, le 006, en fait, est un ennemi. Il est passé à l'ennemi. Il a créé une société secrète qui s'appelle Janus. Et je crois que c'est la première fois chez James Bond que l'ennemi vient de l'intérieur, parce que d'habitude, les ennemis sont hyper identifiés. Il y a peu de troubles. Il y a quelquefois des femmes qui ont un double jeu, mais du côté des hommes, ça n'arrive jamais. Donc, c'est toujours des alliés, des confrères, mais c'est la première fois qu'il y a un trouble un petit peu, quoi. Donc ça, c'est, je pense, une première rupture importante. C'est de nouveaux rôles, nouveaux rapports de force, nouveaux types de personnages. Et puis je pense que le deuxième, ça a été quand même vachement Daniel Craig, quoi, on l'a beaucoup dit, mais qu'il a insufflé quelque chose de nouveau. Il est certes très viril, aussi très massif, mais il a une forme de fragilité, il est plus torturé. D'ailleurs, des films comme Skyfall, il retourne sur les lieux de son enfance. On sent qu'il y a une profondeur qui était différente de celle d'avant, quoi. C'est peut-être pas un hasard si il tombe amoureux de Léa Seydoux, qui revient, il a un enfant avec elle, il y a presque une histoire d'amour. Tout d'un coup, c'est un autre type de James Bond. Et on a fait un entretien d'ailleurs avec Léa Seydoux qui raconte que elle avait beaucoup aimé parce que justement, c'était pas le James Bond que rien n'atteint, quoi. C'est vraiment presque un James Bond un petit peu torturé, un petit peu presque névrosé. Et ça, je pense que Daniel Craig, alors c'est pas que Daniel Craig, hein, c'est sûrement les scénaristes qui ont voulu ça, mais ça marquera l'histoire de James Bond. D'ailleurs, souvent Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, on les confond un peu parce qu'il n'y avait pas vraiment de changement au niveau narratif, mais Daniel Craig, c'est un vrai changement. C'est un vrai changement, je pense. Donc voilà, c'est intéressant de voir que même James Bond a quand même des petites évolutions. On parlait d'espionnes. Les espionnes. Alors tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait une espionne qui datait de 1913, si ma mémoire est bonne. Donc en gros, il y a des espionnes au cinéma depuis le début, quoi. En fait, aussi longtemps il y a des hommes espions. Exactement, ouais. Et même il y en a même plus. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on a voulu faire dans l'exposition. On a fait une deuxième partie comme c'est chronologique, l'exposition sur les grandes guerres, donc la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Alors soit des films contemporains, soit des films plus tardifs, mais qui parlent de cette époque, hein, ça arrive. Et effectivement, on a beaucoup de films avec des femmes espionnes. Et les films d'Hitchcock, Les Enchaînés avec Ingrid Bergman, les films avec Mata Hari, Paul Verhoeven, Black Book, c'est aussi une femme qui espionne. Même dans Inglourious Bastard de Tarantino, il y a le rôle de Diane Kruger qui est une femme. Enfin, et donc c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'il y a souvent, quand on parle de cette période-là, il y a beaucoup de femmes. C'était le cas, hein, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient dans les services secrets, à la fois sur le terrain et aussi dans les administrations. Donc c'est un fait. Il y a beaucoup de femmes au cinéma. Ça a été peut-être un peu oublié par le grand public qui, quand on pense à espion, a plutôt une image d'un homme. Mais en fait, et on voulait vraiment le formuler comme tel, il y a beaucoup de femmes. Après, quel genre de femmes? C'est vrai que il y a eu toute une vague, disons, de films qui ont été soit directement inspirés de Mata Hari, soit un peu autour de Mata Hari. Mata Hari, c'était une Hollandaise qui était danseuse orientale. Ça, c'est la réalité. Hein. Elle a vraiment existé, Mata Hari. Et qui qui a fait croire qu'elle était la fille d'un dieu indien. Donc, elle jouait sur une sorte d'origine un peu mystérieuse, orientale. En fait, elle est tout à fait hollandaise. Elle a eu beaucoup de succès. On montre beaucoup d'archives dans l'expo sur elle, des archives vraiment magnifiques, originales, que vous ne pourrez pas voir ailleurs. Donc, venez voir ça. Et Mata Hari, ensuite, parce qu'elle avait des problèmes d'argent, comme ça arrive souvent, c'est une des raisons. Je sais plus, il y a 4 mots pour dire c'est MICE, pourquoi est-ce qu'on devient espion. Souvent, il y a M, c'est money, l'argent. I, c'est idéologie. Ça va me revenir. Et I, c'est l'ego, quoi. C'est le côté narcissisme. Je me valorise. Mais il y a des raisons qui sont souvent valorisées. Donc, elle, ça serait plutôt le M, money. Elle avait plus d'argent. Et elle est devenue espionne. Et elle a travaillé pour les services secrets allemands. On ne sait pas si elle a vraiment chopé beaucoup d'informations, mais elle a été repérée par les Français et exécutée pour trahison en 1917. Mais comme elle était danseuse orientale, très sensuelle, il est resté cette image
Et d'ailleurs, on le dit, c'est une Mata Hari de la femme qui joue comme ça, de ses charmes, de son sexe, de sa volupté. Et donc, il y a eu toute une mode de films où c'est vrai qu'on a une image de l'espionne qui est un petit peu caricaturale et qui est toujours très sexy, voilà, dans le fantasme, et qui cherche comme ça à attirer les hommes à elle, quoi. Donc, il y a eu des adaptations de Mata Hari. J'ai parlé de Greta Garbo tout à l'heure, ça a été un film. Il y a des films avec Marlène Dietrich. Donc, il y a toute une mouvance autour de ça, de films sur la sensualité, sur la sexualité, et même des films comme le Paul Verhoeven, par exemple, très récent. La fille, elle joue aussi de son charme. Elle se teint les cheveux pour être blonde platine, elle va séduire des nazis, elle couche avec eux pour récupérer des informations. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent et qui a été beaucoup critiqué aussi par voilà, des femmes cinéastes, des femmes espionnes aussi qui en avaient une vision un peu déformée, qui disaient que le contraire, alors souvent les femmes espionnes, justement, elles voulaient ne pas attirer l'attention, parce qu'un espion, souvent, il ne veut pas attirer l'attention. Pour choper des informations, il faut plutôt être discret que d'être trop exubérant. Donc souvent, évidemment, c'était un peu caricatural, mais ça fait partie maintenant, comme tu dis, c'est l'histoire du cinéma. Il y a effectivement ces femmes, femmes séductrices, mais ce n'est pas que ça. Et c'est vrai qu'après, dans toute l'histoire du cinéma, on a des cas un peu différents. Je dirais, si je devais dire trois cas, il y a les enchaînés d'Hitchcock avec Ingrid Bergman, qui est une femme évidemment très torturée. Elle est coincée entre deux histoires d'amour. L'espion de la CIA, enfin de l'OSS, qui l'a forcée à se marier à un ancien nazi au Brésil. Elle doit récupérer des informations sur les nazis. Mais c'est plus un mélo, quoi. On ne pourrait pas dire qu'elle joue vraiment de ses charmes, qu'elle soit dans la sexualité. Non, c'est un film assez glacial. Et ça a inspiré aussi tout un nouveau genre de femme. J'ai parlé tout à l'heure de Atomic Blonde. C'est la femme puissante, la femme action. D'ailleurs, elle est quelques scènes d'amour, elle est plutôt lesbienne dans le film. Elle a une histoire d'amour avec une autre agent secret. Donc ça, c'est aussi un sorte de killer instinct woman très, très puissante. Et puis, on a des femmes qui sont encore différentes. Je dirais que c'est peut-être la Maya, justement, de Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, qui, elle, est presque une sorte qui est presque monacale, quoi. Elle, c'est une analyste de la CIA. Elle passe son temps sur des ordinateurs, elle analyse des images, elle fait des interviews. C'est vraiment la pure intelligence. Elle est hyper rationnelle, elle est hyper travailleuse. Et elle est absolument pas sur la sexualité. On lui connaît aucune histoire d'amour. Le film s'intéresse absolument pas à ça. Elle n'est pas non plus dans l'action comme Atomic Blonde, hein, mais c'est un pur cerveau. Et puis après, il y a des femmes qui sont un peu des mélanges des trois. Je dirais que dans Homeland, qui est aussi une série qui a vachement marqué l'imaginaire collectif, Carrie Mathison, avec en plus de ça ce truc de la folie, parce que c'est un personnage qui est bipolaire et qui a des troubles carrément d'hallucination. Elle est un peu des trois parce qu'elle joue quand même de la sexualité, avec Brody par exemple. Elle est à la fois une femme d'action, elle est aussi une femme rationnelle. Donc après, il y a des femmes qui sont un petit peu ambiguës. Mais c'est vrai qu'il faut dépasser en tout cas la Mata Hari, quoi. Ça a été une veine du cinéma. À une époque, c'était peut-être un peu dominant. Et dans les James Bond, on voit souvent des femmes agents secrets qui passent toujours, à un moment donné, dans un lit, que ça soit avec James Bond ou avec quelqu'un d'autre. Et puis aujourd'hui, quand même, ça a beaucoup changé. C'est aussi, on parlait de la société tout à l'heure. La société a changé, du coup, les attentes sont quand même différentes et il y a un souci quand même d'être un peu plus dans la vérité, quoi. Et je pense dans la vérité, la femme, enfin, toutes les espionnes ne sont pas des bombes sexuelles. Puissance, quoi. Est-ce qu'il y a une différence, tiens, dans le traitement des personnages espions entre cinéma et série? Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a une différence? Est-ce que la série permet de développer plus de nuances, peut-être, dans... Souvent, les histoires d'espionnage sont complexes. Je trouve qu'au niveau psychologique, d'ailleurs, c'est un peu une blague, mais souvent, les gens sortent d'un film, n'ont pas tout compris, ont du mal à le résumer, comprennent pas tout. Même des grands classiques hollywoodiens, La Lettre du Kremlin de John Huston, sont pas toujours évidents à comprendre. Il y a beaucoup c'est vraiment à tellement de couches, double identité qu'à la fin on se perd un petit peu. Et c'est vrai que du coup, je trouve qu'effectivement, dans une série, on prend beaucoup plus le temps, des nuances, sorte de labyrinthe psychologique dans lequel les personnages sont, et du coup, ça peut créer un peu plus d'empathie, parce que du coup, c'est un peu moins franc, on comprend mieux toutes les subtilités. Alors parfois, dans un film d'une heure et demie, on comprend pas tout et on peut être un peu à distance. C'est un peu caricatural ce que je dis parce qu'il y a évidemment des contre-exemples, hein. Mais je dirais que c'est vrai que les séries comme 24 heures, comme Homeland, comme Bureau des légendes, comme The Americans, qui est aussi sur des agents secrets du KGB infiltrés à Washington, on a souvent une empathie, on les comprend mieux, presque on est main dans la main avec eux. Alors c'est vrai que dans des films de fiction, parfois, il y a une étrangeté ou il y a une incompréhension qui les met un peu à distance. C'est vrai que la série, ça a peut-être joué
de mieux faire comprendre ce qui est un peu indigeste en 1 heure et demie, 2 heures, quoi, en gros. Et du coup, je pense que ça a changé le rapport. Du coup, peut-être ils paraissent plus sympathiques. Pendant l'imaginaire collectif, l'espion n'était pas très sympathique avant. C'était l'imperméable, le chapeau, quelqu'un qui faisait un peu peur. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça a créé des vocations, ces séries. Il paraît que vraiment, en plus, les séries sont beaucoup plus diffusées. Ça, c'est un autre facteur, c'est que les gens les voient beaucoup plus qu'en cinéma. C'est plus facile aujourd'hui. Et il paraît que ça a vraiment créé des vocations, que dans tous les pays, on a de plus en plus de gens qui veulent être espions parce qu'ils ont vu Homeland, ils ont vu Bureau des légendes. Après, leur vie va pas ressembler tout de suite à celle du héros, c'est-à-dire ils vont pas être envoyés sur le terrain. Il y a beaucoup d'étapes. Donc parfois, il y en a qui repartent, paraît-il. Mais ça a créé vraiment des vocations parce que effectivement, on les comprend mieux, on voit mieux. C'est vrai que les séries, elles ont joué un rôle important là-dessus, quoi. Et on dit que les séries inspirent le cinéma. Tu penses que le cinéma peut s'inspirer de cette approche peut-être des personnages? Bah, je pense qu'effectivement, du coup, comme tout, oui, je pense qu'il y a des jeux de. On sait bien qu'il y a forcément, les gens au cinéma veulent faire venir, enfin, savent qu'il y a ce concurrent qui est devenu la télé, les séries, les plateformes. Donc, oui, il y a cette réflexion en cours. Donc, forcément, ce que je dis là, ils ont dû y penser et que ça doit insuffler un petit peu. Que, oui, j'imagine qu'ils s'en tiennent compte. Après, il y a peut-être souvent d'ailleurs au cinéma, il y avait un peu peut-être un peu cette prescience qu'il fallait que ça prenne du temps. Et c'est vrai qu'au cinéma, par exemple, il y a beaucoup de sagas d'espionnage. Ce qui n'est pas le cas tellement dans d'autres genres du cinéma. Il n'y a pas des sagas de comédie musicale ou de western. Alors que dans le cinéma, il y a tous les 25 James Bond, il y a les je sais pas combien, il y en a 8 Missions Impossibles, il y a les Kingsman, il y a les Austin Powers. Enfin, il y a beaucoup de personnages récurrents en fait. Et les OSS, évidemment, en France, parce qu'on ne sait pas toujours, c'est que OSS a existé dès les années 60. Les gens le connaissent que de Hazanavicius du Jardin, mais c'était déjà un héros du cinéma des années 60, lui-même basé sur un livre de Jean Bruce, OSS, qui était un succès littéraire. Donc, effectivement, il y avait déjà cette idée que l'espionnage, pour mieux le comprendre, il fallait qu'il revienne comme ça. Par contre, c'est vrai que ce qui n'existe peut-être pas en série, je trouve, c'est le côté un peu fantaisiste, humoristique. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de parodies dans l'espionnage, hein. Il n'y a pas que des films sérieux. D'ailleurs, là, il y a une grande partie de l'expo sur le blog de l'Ouest où on monte autour de James Bond un peu les parodies, hein. Donc, on s'amuse aussi avec ce genre-là. Parce que je pense qu'il y a tellement de tension dans l'espionnage que parfois, pour que ça relâche un peu, il faut en rire, hein. Et puis, c'est partie comme ça de tous les mouvements, voilà, de la pensée. Quand il y a quelque chose qui fait peur, on a envie aussi de voilà, s'approprier par l'humour. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films drôles, en fait, d'espionnage. Donc, il y a les Modesty Blaise, James Bond, par certains côtés. Disons, peut-être Daniel Craig n'y a pas. Il y a beaucoup de choses très drôles. Les OSS, évidemment. Bon. Ça existe peut-être moins en série, évidemment. Ouais, les moins réussis, Johnny English, avec Rowan Atkinson. Non, il y a pas mal de films un peu qui jouent sur le côté très humoristique. Et même Kingsman, je veux dire, c'est une comédie, quoi. Un peu loufoque, très loufoque. Et ça existe peut-être pas en série. Peut-être je me trompe, peut-être je connais pas, mais ça n'a pas donné un genre C'est vrai qu'elles sont plus sérieuses, les séries télé. Il n'y a pas trop de séries. Pourtant, il y a des séries comiques, hein, des séries... il y en a plein de séries comiques, mais comiques d'espionnage, ça n'existe pas encore. C'est un créneau à trouver là, à apprendre plutôt. C'est un appel lancé, voilà. On a quelques questions du chat. Alors par exemple, on nous demande, voilà, pour toi, quelle œuvre d'espionnage, alors que ce soit film, livre, BD, serait la plus proche de la réalité? De la réalité, encore faut-il savoir d'après ce que c'est. Mais... alors déjà, moi, effectivement, moi je me suis vraiment... Je suis plutôt... j'ai pas enquêté sur le vrai espionnage. Donc, j'ai pas une connaissance du monde de l'espionnage, on n'avait pas le temps, pas les moyens. Puis c'est vraiment des choses assez secrètes, hein, donc on peut pas aller frapper à la porte de la DGSE pour leur demander un entretien. Ils nous ont prêté des choses, hein, dans l'expo, venez voir, parce qu'il y a des pièces de la DGSE qu'on ne voit jamais. Ils ont prêté, il y a un musée de la DGSE, donc ils nous ont prêté des choses, mais ça c'est super à voir. Et il paraît que le Bureau des légendes, c'est pas que je veux y revenir à chaque fois, mais il paraît que c'est vraiment très proche de la réalité, quoi. Et je crois que Rochon a beaucoup travaillé avec les vrais agents, a été sur place. Et ça, il disait que c'était exceptionnel. Il disait que pendant longtemps, à la différence des États-Unis où j'ai dit, il y avait le lien quand même entre la CIA, les studios, ils se rencontraient pour discuter, pour dialoguer. En France, c'était très verrouillé et il n'y avait pas de lien et il n'y avait pas je sais pas, au sein de la DGSE, un bureau cinéma. Enfin, c'était
deux mondes complètement imperméables l'un à l'autre, quoi. Et il paraît que c'est après les attentats, toute la série d'attentats en France, le Bataclan, mais avant même Charlie, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que finalement, le grand public connaissait pas très bien les métiers des espions, qui sont aussi d'anticiper les attentats, qui sont aussi ensuite de trouver les terroristes. Donc, c'est pas que des espions, c'est aussi les services secrets, l'armée, la police. C'est plusieurs corps de métier, mais que du coup, il y avait une volonté un peu de s'ouvrir en disant, tiens, finalement, on ne nous connaît pas assez, on ne nous connaît pas bien, on ne sait pas trop ce qu'on fait, et que peut-être on devrait avoir un rôle un peu pédagogique, et que Rochon est tombé à ce moment-là. Et il a dit que peut-être il aurait fait la série 5 ans avant, bah, tout le monde lui aurait claqué la porte au nez sans voir l'utilité ou même l'idée de collaborer avec une série télé. Mais que là, il avait senti que ça s'était un peu décoincé. Alors, il n'a pas eu accès sûrement à des choses classées sur sa défense, hein, mais par contre, il a, j'imagine, rencontré des gens. Enfin, on a fait un entretien avec lui, et c'est ce qu'il raconte, qu'il a rencontré beaucoup de gens de la DGSE. Donc, je pense que c'est assez. En France, je pense que c'est le plus fidèle de la réalité d'aujourd'hui, quoi. Alors, on a Virginie dans le chat qui nous dit il y a la vieille série américaine burlesque Max la menace. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'espionnage? Oui, si, il y a Max la menace, même un peu Le Prisonnier, par exemple, la série anglaise, Patrick McGowan, c'est un ancien agent secret. Au début de la série, il pose sa démission, puis il est kidnappé, peut-être parce qu'il connaît trop de choses, et mis dans ce village dont il ne peut jamais sortir. Et lui aussi, c'est un espion. Donc, il y a plein de figures. Ça n'a pas commencé récemment. C'est vrai que là, on va parler des séries récentes. Mais oui, et puis Mission Impossible, c'est une série qui date des années 60, avec la fameuse musique, le message s'autodétruira. Ça, c'est très ancien, en fait. Même le chapeau melon et bottes de cuir, c'est un peu de l'espionnage. Enfin, il y a beaucoup de séries qui étaient... Oui, c'est vrai, par rapport au côté comique. En fait, je parlais là plus des séries récentes. C'est vrai qu'il y a eu toute une mode dans les années 60 de séries et de séries plus drôles. Mais c'est vrai que récemment, j'ai l'impression que moins. On nous cite Au service de la France maintenant, je l'ai pas vu. Donc, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. De la France, ouais. On nous demande, mis à part la série télé 17 moments du printemps, je n'ai pas d'exemple de film d'espionnage vu de l'autre côté du rideau de fer. Est-ce que tu aurais des exemples? Des films russes, effectivement, 17 moments de printemps, c'est une série réalisée par une femme qui parle d'un espion qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu d'autres séries télé d'ailleurs, je crois qu'il y a une qui s'appelle Le Minotaure, il y a d'autres séries russes qui ont des héros d'espionnage. Il y a eu des films russes, mais j'ai lu un article qui disait que souvent il n'y avait pas de genre vraiment de cinéma d'espionnage en Russie, que c'est du cinéma d'action, film d'aventure avec une connotation un petit peu d'espionnage, et que c'est un petit peu moins standardisé que chez nous, mais il y en a quand même. Justement, je parlais tout à l'heure de Boris Barnett avec Miss Med, mais Boris Barnett, il a fait plusieurs films d'espionnage. Et il y a plusieurs films comme ça, avec des savants, des agents secrets qui volent des secrets aux Américains, etc. Bon, il y a toute une culture, et il y a beaucoup, beaucoup de films aussi tchèques. J'ai eu un peu un regret, d'ailleurs, c'est que dans l'exposition, dans la partie bloc de l'Est, vous allez voir, il y a beaucoup de films des pays de l'Est représentés par le cinéaste de l'Ouest. Il y a des œuvres d'artistes des pays de l'Est. On a un artiste est-allemand, ukrainien. J'ai parlé tout à l'heure de l'artiste serbe, Nemanja Nikolic. Mais pour des questions de temps, d'espace, on n'a pas pu rajouter un écran où j'aurais voulu montrer des films produits par les pays de l'Est, vraiment sur la guerre froide. Parce que moi, j'ai manqué de temps, on n'avait pas de place dans l'expo. Enfin, il y a eu plusieurs problèmes qui ont joué. Alors, on en parle dans le bouquin, justement, qui s'appelle The End of Agent W4C de Václav Vorlicek, et qui est un film vraiment structuré comme un James Bond. Donc, il y a eu beaucoup de films qui ont été des copies de James Bond. Donc, ça commence par une scène d'action. Ensuite, il y a un moment plus sérieux où on lui confie une mission. Il rencontre une sorte de Q tchèque, c'est-à-dire un inventeur de gadgets qui lui donne une petite bombe, des poisons. Et ensuite, il y a plusieurs scènes urbaines, pas urbaines, dans un bar, une femme, une séduction, une histoire d'amour. C'est exactement structuré comme un James Bond, mais un James Bond tchèque. Et évidemment, c'est un film qui est un film très drôle, avec beaucoup de décalage. Après, dans l'exposition, on parle pas mal, par exemple, de La vie des autres. C'est un film qui a été très important quand il est sorti. Un film sur l'Allemagne de l'Est, sur effectivement le système de surveillance de la Stasi, qui est un film important effectivement, qui représente de l'intérieur la vie
la vie d'espionnage dans les pays de l'Est, quoi. C'est un film très important. Avant de finir, d'enchaîner sur les références éventuellement que tu aurais à conseiller aux gens, peut-être qu'il y a quelque chose que tu voulais aborder, un autre aspect qui est présenté par cette exposition et que tu souhaiterais aborder dans cette émission. Non, un truc qui m'a pas mal amusé, ce qui est marrant, mais c'est par exemple comment, c'est une question qu'on se pose, c'est comment, dans des questions géopolitiques super tendues, on peut pas trop aller filmer chez l'ennemi, comment les cinéastes ont déjoué cette question du lieu. Parce que dans un roman, on peut tout d'un coup aller à Cuba, on peut aller n'importe où, mais on ne pouvait pas aller filmer à Cuba, on ne pouvait pas aller filmer en Russie. Et comment les films, qui sont parfois même assez réalistes, parfois dans le ton, dans les rapports de force, ont été complètement tournés n'importe où, quoi. On sait que le film justement de Tony Scott à nouveau, et de Ridley Scott, comme Spy Game, c'est tourné au Maroc, alors que c'est censé se tourner au Moyen-Orient, que même L'espion qui venait du froid, qui est un classique des années 60, qui se passe à un moment donné de l'autre côté du mur. Il y a une très grande scène sur le mur de Berlin, et ça a été tourné en Irlande du Nord, je crois. Comment La lettre du Kremlin, un film de John Huston, on en a parlé tout à l'heure, avec Orson Welles, ce qui se passe à Moscou sur des infiltrés, en fait c'est tourné à Helsinki, parce qu'à Helsinki il y a un côté un peu russe, donc enfin, il y a tout le temps des déplacements. Et alors aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui, quand Tom Cruise va à Dubaï, il va vraiment à Dubaï. Quand il va à Shanghai, les quelques plans qu'on voit de la ville, aujourd'hui évidemment ça s'est beaucoup ouvert. Même Assayas, dont je parlais, il a pu aller filmer à Cuba. Même Cronenberg avec M. Butterfly a pu filmer à Pékin. Donc il y a des films tournés beaucoup aujourd'hui vraiment dans les vrais lieux, mais ça a été un problème pendant longtemps quand il y avait la guerre froide, les problèmes d'argent aussi, de circulation, il n'y avait pas le même dispositif d'avion et autres. Et ça, c'est un thème qui m'a pas mal amusé, j'en parle un peu dans l'expo et dans le bouquin, ces déplacements, quoi. Faut pas oublier que le cinéma est un spectacle et ludique, et qu'il y a des approximations aussi avec la réalité aussi fidèles, soit aussi réalistes les films veulent-ils être, quoi. Alors, est-ce que tu aurais quelques références à conseiller aux personnes qui souhaitent approfondir les thématiques dont on a parlé aujourd'hui, que ça soit du docu, des films vraiment à voir absolument, des bouquins pour explorer le sujet? Si on reste sur la cinémathèque, déjà j'en ai parlé pas mal, mais il y a le catalogue. Je pense que c'est quand même pas mal d'en Ça parler. s'appelle Top Secret, Cinéma et Espionnage. Exactement, qu'on a fait avec les éditions Flammarion, et qui a 250 images, donc qui est vraiment très illustré, qui est une sorte d'abécédaire de l'espionnage, mais avec beaucoup d'images, beaucoup de textes aussi, parce qu'on a les 26 lettres de l'alphabet plus des chiffres, hein. On a 0 comme 007 et autres qui ouvrent le catalogue. Donc c'est à mon avis une référence, parce que ça n'existait pas en fait. Il y avait très peu de livres. Il y a des livres sociologiques, il y a des livres sur le roman d'espionnage, il y a eu des numéros spéciaux de magazines, mais il n'y a jamais eu de livre sur cinéma et espionnage. Donc c'est vraiment une première. Et on a fait vraiment appel à des spécialistes un peu tout terrain. Il y a des entretiens inédits avec des cinéastes dont j'ai parlé, Rochant, Léa Seydoux. Donc ça, c'est le catalogue. Il y a un autre livre, mais je ne l'ai pas là, que j'ai bien aimé, qui s'appelle « Espion, une histoire vraie », qui est un livre de Stéphanie Duncan, qui travaille à la radio, qui fait d'ailleurs des podcasts, souvent sur le thème de l'espionnage. Donc le livre, d'ailleurs, est fait en collaboration avec France Inter, et c'est 17 portraits d'espions et d'espionnes réels, que ce soit du KGB, des GSE, Mossad et autres, et dont elle raconte l'histoire avec elle a un certain don pour montrer le secret, le danger. C'est très bien écrit, quoi. C'est très haletant. Donc Stéphanie Duncan, c'est vraiment sorti en même temps. Il ressemble un peu au niveau du format. Il n'est pas la même couleur, mais il ressemble un peu. Et franchement, j'ai lu des choses étonnantes. Il y a des points communs, parce qu'il y a des choses dans notre livre qui parlent de la traduction en fiction de personnages réels, mais elle ne parle que des gens, que des vrais espions. Je parlais tout à l'heure du film de Cronenberg, par exemple. C'est basé sur un vrai espion qui était un espion pour les services secrets chinois, qui se travestissait en femme et qui, en tant que femme, soutirait des informations, entre autres, à des Français qui étaient en poste en Chine. Et donc ça, c'est une histoire assez dingue en fiction, mais c'est vraiment une histoire vraie. Elle en parle pas mal, de Stéphanie Duncan. Et dernière chose, c'est vrai, pour voir les films, encore une fois, on revient à la cinémathèque, mais en ce moment, on a une programmation de films classiques, mais aussi de films un peu série B, série Z. C'est à la fois les week-ends, c'est à la fois le vendredi. Il faut regarder sur le site de la cinémathèque, parce que c'est plus clair quand on regarde. Et ça va jusqu'à la fin de l'expo, donc ça va jusqu'au 21 mai.
Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films à redécouvrir, des classiques, mais je vous dis aussi des incunables, des films un peu tordus, des films humoristiques, des films qui sont un petit peu rares. Et c'est vrai qu'on a parlé pas mal tout à l'heure de Éric Rochant, mais Éric Rochant, Le Bureau des légendes, et aussi Les Patriotes, qui est un film sur le Mossad, vient présenter ces films et rencontrer le public. Donc vous trouverez tout ça sur le site de la Cinémathèque. C'est au mois de mai, début mai, je crois que c'est le 8 mai, mais il vaut mieux vérifier sur le site internet. Mais Éric Rochant, voilà, on le voit pas souvent, c'est une série importante, il a fait des films d'espionnage, je pense qu'il est inspiré par les classiques du cinéma, mais aussi il a travaillé aux États-Unis, je pense qu'il a bossé avec la DGSE, enfin, je pense que c'est super si, voilà, c'est à mon avis une belle rencontre au mois de mai à la Cinémathèque, un petit week-end Éric Rochant, et voilà, même quand les cinéastes sont pas là, il y a les films qui passent, et je vous invite à aller les revoir. On est aussi en collaboration avec Netflix, et Netflix, il y a pas mal de films d'espionnage, hein, ça permet aussi d'en voir et de voir des séries. À la Cinémathèque, on montre moins des séries, c'est pas forcément le format, hein, c'est dur de montrer 3 saisons, ça n'a pas beaucoup de sens, il faudrait être là tous les jours, enfin, c'est pas possible, donc Netflix est un bon complément aussi. Est-ce que tu connais, est-ce qu'on a le droit de dire c'est quoi les prochaines expos à la Cinémathèque ou pas du tout? On peut parler juste de la prochaine, parce qu'après on est encore un peu sous le sceau du secret. La prochaine, c'est autour de l'œuvre d'une cinéaste, mais qui fut aussi une artiste, photographe, qui s'appelle Agnès Varda. Et Agnès Varda, c'est une grande, voilà, une précurseur aussi même s'il y a d'autres femmes cinéastes, hein, c'est pas la seule, mais elle fait des films depuis la fin des années 50. Elle est décédée il y a quelques années, mais elle a travaillé jusqu'à assez récemment, parce qu'elle a fait ces films dont on a pas mal parlé dernièrement avec JR, des documentaires où elle sillonne la France avec JR, donc elle était aussi dans une transmission avec d'autres générations. Elle faisait de la photo, c'était une femme qui faisait beaucoup de choses et qui est un peu un modèle pour des cinéastes féministes, cinéastes engagés. C'est un peu un peu un mentor pour beaucoup de femmes. Mais au-delà de ça, c'est une grande cinéaste. C'était la femme de Jacques Demy, donc le cinéaste des Demoiselles de Rochefort ou de Podane. Et ils ont collaboré ensemble. Donc ça tourne autour de tous ces thèmes, autour de toutes ces figures un peu cultes des années 60 jusqu'à aujourd'hui, disons de Catherine Deneuve à JR. Et voilà, ça c'est l'expo qui ouvre en octobre à la Cinémathèque jusqu'au printemps. C'est la prochaine exposition. Voilà. Ah, c'est super. Bah, d'ailleurs, au moment de son décès, je crois qu'il y avait eu des sorties de coffrets incroyables avec plein de Varda. Voilà, il y a un coffret, il y aura aussi un catalogue. On fait avec les éditions de La Martinière. Et il y aura aussi une rétrospective des films. Et c'est une cinéaste qui parfois n'est pas, voilà, pas aussi connue que Jacques Demy, par exemple, mais qui gagne à être très connue. Évidemment. Ça marchait à titre perso, tu as peut-être d'autres actualités que tu voudrais pousser, c'est le moment ou jamais, hein, c'est le moment pub là. Oui, alors c'est de manière très personnelle, je fais une exposition aux rencontres de la photo de Arles. Donc ça n'a rien à voir avec la Cinémathèque, si ce n'est que c'est sur le cinéma. C'est sur la pratique du scrapbooking. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu long, mais sur des livres qui sont... Donc des scrapbooks, c'est un peu une sorte d'hybridation entre le journal intime et l'album de photos. Et beaucoup de cinéastes en faisaient, donc c'est souvent des photos très rares, très belles, ou des photos très cheap de journaux collés, découpés. Donc c'est presque du collage photographique. Et il y a beaucoup de cinéastes qui en faisaient, d'ailleurs Varda en faisait, mais d'autres cinéastes expérimentaux. C'est plus expérimental, quoi. C'est un sujet un peu plus pointu. Et c'est en rencontre de la photo de Arles qui se tient, un grand festival de photos qui commence en juillet, qui se tient pour 3 mois. Et ça, je fais ça à côté de la Cinémathèque, en effet. Bon bah écoute, super, n'hésitez pas les gens à aller faire un petit tour. Mathieu, encore merci à toi pour le temps accordé pour nous parler de cinéma et d'espionnage. Encore une fois dans le chat, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller voir cette exposition qui a lieu jusqu'au 21 mai 2023, Top Secret Cinéma et Espionnage à la Cinémathèque à Paris. Voilà, c'est à Bercy, vous pouvez trouver directement sur leur site web toutes les infos qu'il faut pour aller profiter de tout ça. Dans le chat, on a quelques personnes qui nous ont accompagnés, qui avaient déjà vu l'exposition a priori et qui ont kiffé. Donc voilà, croyez les gens sur internet qui disent que c'est bien et allez voir cette expo. Merci à Louis d'avoir fait les pré-entretiens, d'avoir préparé cette émission également. On se retrouve tous bientôt sur Twitch. Je sais pas quand, honnêtement. J'ai pas prévu de planning là, mais je vous tiens au courant sur les différents réseaux sociaux. Passez tous une très bonne journée. Salut Mathieu. Salut, à bientôt. Merci à toi.